Bonjour, Émilie est en train de rentrer dans la salle pour les francophones ou pour les bénéficiaires français. Bonjour à tous, est-ce que je suis bien dans la salle française? Oui, oui, Émilie, tu es dans la salle. Merci. Est-ce que Rosario de KPMG est là également? Emily, ¿se ve la diapositiva? Parfait. Donc je vais, suite à une difficulté avec l'organisation, dans l'organisation, c'est moi qui vais présenter la présentation de KPMG pour que ça soit bien présenté en français. Donc, je vous propose de nous concentrer sur les points spécifiquement français qui ont été relevés lors des différents contrôles. Donc, Rosario, si c'est possible de passer sur la diapositive numéro 3 directement. Ou quiconque a la main sur la présentation. Qui est la personne qui partage, s'il vous plaît? Il est indiqué que c'est Rosario. Rosario, ¿puedes por favor pasar a la diapositiva 3? Sí. ¿La ves, Emily? No, no vemos. ¿No? No. ¿Pero porque está pequeña o...? Parce que no, estamos en la primera, estamos en el PowerPoint, en la primera diapositiva. Es para pasar a la 3. ¿Y ahora? Ya la he Tampoco. pasado, estoy en la 3. No, no se ve más que la primera. Rosario, Veila. quizás puedes dejar de compartir y volver a compartir otra vez. Vale. Quizás porque utilizan dos pantallas. Venga. A ver, inténtalo otra vez. A ver, intenta. Ahora sí. Perfecto, Vale, gracias. vale. Merci beaucoup. Donc, on va essayer de se concentrer sur les principales erreurs qu'on trouve et qui ont été remontées lors des contrôles cette année, contrôles et audits. Donc, dans ces erreurs communes, on a notamment un problème souvent sur la validation des justificatifs de paiement. C'est-à-dire que, comme vous le savez, soit votre déclaration de dépenses est signée par un tiers qualifié, donc vous avez la liste de ce qui est un tiers qualifié, mais normalement c'est un expert comptable, l'agent comptable public, qui garantit que les dépenses sont payées, et donc il faut fournir absolument cette pièce que vous devez mettre dans CIGEFA, soit vous devez fournir chacun de vos extraits comptables. En l'absence de preuve de paiement, il n'est pas possible, toutes les dépenses seront rejetées. Donc, il est absolument indispensable de le faire une par une sur chacune des dépenses ou de signer cette déclaration par un tiers qualifié. Simplement préciser un point important du côté français, le bulletin de salaire vaut pour preuve de paiement. Donc ça, c'est en tant que tel, il fait à la fois la preuve du justificatif de paiement et la preuve du paiement. Par contre, si vous fournissez la DADS, qui est la déclaration annuelle des salaires, dans ce cas-là, ça ne vaut plus. Donc, il faudra fournir la preuve des paiements et de la sécurité sociale et tout ce qu'il y a derrière. Donc, même si c'est une possibilité, c'est moins intéressant. Concernant les déclarations de TVA, il faut tout le temps la fournir. C'est un document qui manque très souvent et qui force KPMG, du coup, à vous la demander en phase contradictoire. Et donc, il est absolument essentiel qu'elle soit fournie systématiquement. Alors, même s'il y a des cas particuliers où, effectivement, quand c'est une structure publique qui présente que des dépenses de personnel et de voyage, la TVA, elle n'est pas récupérable. Hein, donc, c'est le cas particulier dans lequel il ne faudrait pas la fournir. Mais systématiquement, veuillez, si en plus vous avez présenté, si vous n'avez pas présenté la TVA comme éligible dans la déclaration, il n'y en a pas besoin. Mais dès que vous présentez une dépense avec de la TVA, il faut systématiquement fournir une déclaration comme quoi vous ne la récupérez pas, sinon elle serait inéligible. Por favor, Rosario, la diapositiva siguiente. Sí, sí.
Merci. Concernant les dépenses de personnel, alors, on a eu un certain nombre de problèmes parce qu'effectivement, on a une difficulté dans certaines entités à définir un nombre d'heures. Donc, il y a plusieurs options. De toute façon, il faut toujours se baser sur ce que dit votre contrat de travail ou votre convention collective, l'accord de travail pour dire quel est le nombre d'heures. Et on parle de nombre d'heures effectives. La Commission européenne nous propose un taux horaire de 1720 heures forfaitaire qui vaut dans tous les cas. Il est généralement et qui se fait de façon annuelle au niveau de l'année. Celui-ci est généralement défavorable à la plupart des bénéficiaires et il est peu utilisé. Notamment, cependant, on peut éventuellement l'utiliser quand on ne trouve pas, et le contrôleur notamment l'utilise, quand on ne trouve pas les documents sur le contrat de travail ou que c'est peu clair. Néanmoins, la limite basse, le minimum par lequel on va diviser le nombre d'heures pour établir le coût horaire est de 1607 heures en France pour les structures publiques et la plupart d'entre vous, une grande majorité d'entre vous. Tout ce qui est en dessous de 1607 heures, ça veut dire que soit c'est une personne à temps partiel, soit autre chose, mais vous devez le justifier et expliquer pourquoi, dans tous les cas, quand vous êtes en dessous de 1607 heures. Il est extrêmement important de justifier la base parce que vos coûts horaires, quand vous les calculez, peuvent être les bons, mais souvent, on ne dispose pas de la base qui nous permet de nous assurer qu'effectivement, le calcul horaire est le bon. Donc, le but du jeu est d'établir un coût horaire basé sur le coût annuel brut de ce que coûte l'employé, que vous divisez par le nombre d'heures annuelles ou un nombre d'heures mensuelles. Mais plutôt annuel, puisqu'en général, c'est plus clair. Donc, en dessous de 1607 heures, hein, c'est clair qu'il y a quelque chose il y a un cas particulier qu'il faut absolument consolider l'origine et la source de la donnée quand vous faites votre explicatif. Et une fois que vous avez établi votre coût horaire, vous l'appliquez sur les frais de personnel. Et alors là, les frais de personnel extrêmement importants. Si c'est sur la base d'une feuille de temps, la feuille de temps doit relater l'intégralité de vos heures travaillées, pas seulement celles qui sont dédiées à POCTEFA. Ça, c'est un point clé. Vous ne pouvez pas nous dire simplement j'ai travaillé 20 heures au mois de février sur le projet POCTEFA et phase quelque chose. Il faut mettre toutes les heures. Ça, c'est une condition que nous exige le règlement. Diapositiva siguiente, por favor. Donc, ça c'est une des difficultés qu'on rencontre KPMG. Lorsque l'entité ne fournit pas clairement un nombre d'heures, eh ben, par défaut, KPMG va utiliser les 1720 heures. Donc ça, c'est important à savoir parce que c'est le seul taux forfaitaire dont on dispose. Nous rappelons que les réductions des heures de travail, les congés maladie, les heures supplémentaires et les heures de grève doivent être clairement identifiées parce que c'est ce qui nous permet de recalculer les heures productives en fait. Donc, les congés maladie, quand votre employeur vous paye directement votre salaire, mais en fait, votre employeur est payé par la sécurité sociale et qui est remboursé, elles ne sont évidemment pas éligibles. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de rentrer dans ce niveau de détail et d'avoir l'information là-dessus pour pouvoir contrôler vos dépenses et vous devez en tenir compte par rapport à ça. Les paiements, les mois extra pour le mois de juin, décembre, ou des fois sur décembre, doivent être répartis au prorata sur toute l'année, s'ils ont été payés. Mais on peut en tenir compte que lorsqu'ils ont été payés à la fin de l'année. C'est pour cette raison qu'il est toujours beaucoup plus simple de déclarer vos dépenses en fin d'exercice comptable, une fois que tout est payé sur une base annuelle. Et alors, ce qu'on dit les parts horaires, il s'agit des feuilles de temps, en fait, signées par les travailleurs doivent être fournies. Donc ça, c'est quand vous utilisez l'option du coût horaire, c'est-à-dire que vous avez l'obligation de fournir une feuille de temps qui doit couvrir l'intégralité de vos heures, et vous dites, voilà, toutes vos heures doivent être tracées, et vous les calculez par le coût horaire. Mais il existe d'autres façons plus simples de justifier vos dépenses. Et ce qu'on va voir dans la diapositive suivante. Dans le cas où vous avez un temps partiel avec pourcentage fixe, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de calcul de coût horaire à faire. Il n'y a pas de... Et du coup, on n'a pas besoin non plus de fournir une feuille de temps. Il suffit d'avoir un document qui est en général un ordre de mission de la part de votre supérieur hiérarchique qui va dédier la personne en disant ah ben, pour l'année 2020, la personne, monsieur machin, madame machin, travaille à, je sais, 30% par exemple de son temps de travail au projet POCTEFA pour faire les missions suivantes avec un léger résumé. Et ça, pour toute l'année 2020, c'est valable. Vous pouvez changer ce pourcentage d'une année sur l'autre, même s'il est recommandé de le garder fixe sur l'intégralité du projet. Donc, ce pourcentage est fixe et là, sur cette base-là, on va prendre le coût salarial de la personne
de l'employé, et on va appliquer directement ce pourcentage. Mais il faut absolument que cette attestation ou cet ordre de mission, elle soit effectuée à l'amont du projet, c'est au début. Après, on y perd, on y gagne, mais on lisse. Donc là, c'est un point important. Ce document doit être signé par le responsable de l'entité. Donc sur cette diapo sont rappelés les différents points et la dédication de la personne au travail. Diapositive suivante, merci. Concernant les dépenses de voyage et d'hébergement, alors on a énormément de difficultés à trouver le lien de vos frais de déplacement et d'hébergement. On va en avoir moins avec la période de confinement, nous imaginons, mais très clairement, hein, ça c'est une vraie difficulté, on a toujours du mal à retrouver à quoi était dédié ce déplacement. Donc, il faut fournir des photos, des relevés de présence, les ordres de mission, les listes de signatures. Alors, c'est valable extrêmement pour les dépenses de voyage et d'hébergement, mais c'est valable pour toute dépense. En fait, on manque et on nous a retoqué là-dessus par d'autres niveaux de contrôle qui disent que le lien de vos dépenses avec les opérations ne sont pas suffisamment justifiés. Donc, c'est valable, c'est très clairement, ça apparaît beaucoup dans les voyages d'hébergement, mais c'est le cas également d'un équipement, à quoi il sert, est-ce qu'il est là, quand c'est une prestation de service, à quoi ça a servi, est-ce qu'il y a une photo de quand ça a été fait, ou ce genre de points. Concernant les dépenses d'équipement, on doit fournir un rapport explicatif certifiant l'usage, ou une attestation plutôt, certifiant l'usage exclusif de l'actif pour le projet. Alors, c'est important parce que les équipements, il y a seulement l'amortissement. Si vous achetez un équipement qui s'amortit sur 6 ans sur votre structure et que votre projet ne fait que 3 ans et qu'en plus vous l'avez acquis seulement la dernière année du projet, il n'y a qu'un an sur les 6 ans qui sont éligibles et pas l'intégralité. Donc là, clairement, si vous l'avez… Donc, seulement les périodes d'amortissement sont dédiées. Si effectivement, dans l'hypothèse où vous l'amortissez directement, qu'il n'y a pas d'amortissement dans votre comptabilité, vous pouvez passer l'intégralité, mais le contrôleur de premier niveau a besoin d'une attestation, comme quoi c'est le cas. Il faut qu'elle soit en raccord avec vos propres règles internes comptables sur l'amortissement de ce point. À titre d'exemple, on a vu des pantalons qui avaient été achetés par une structure. Et en fait, ils avaient une règle d'amortissement dans leur comptabilité sur 6 ans pour l'achat de pantalons, pour des tronçonneuses et d'un équipement spécifique pour leurs employés, donc qui était effectivement dédié au projet. Et comme le projet durait que 3 ans, on a eu une irrégularité et le FEDER a été perdu. Donc, faire très attention à ce point-là, parce que même sur des dépenses anecdotiques, ce genre de point peut apparaître. Diapositive suivante, si c'est possible. Concernant, alors, en général, la commande publique, on a rappelé simplement qu'on a des… Alors, ce qui est écrit ici est écrit dans le guide de gestion, hein, on va reprendre globalement, c'est un point sur lequel on a des difficultés, notamment sur les petits marchés, parce que les grands marchés avec des montants importants, vous saisissez bien en général les documents, il faut on a besoin de l'intégralité de tout le marché, de cette publication avec les rapports d'offres et tout ça, on va aller voir tout à l'heure. Mais vous rappelez qu'il faut mettre aussi dans les petits montants. Et simplement vous rappeler qu'on a plusieurs types de bénéficiaires, vous n'êtes pas soumis de la même façon. Donc, globalement, hein, les publics, vous êtes soumis classiquement. Il y a des structures qui peuvent être privées et qui pensent qu'elles ne sont pas soumises au marché public, mais qui en fait le sont. C'est le cas d'associations, de fondations qui reçoivent la majorité de leurs crédits de fonds publics. Donc ça peut basculer d'une année sur l'autre et nous vous rappelons votre obligation, et ça c'est une source d'irrégularité. Certains d'entre vous, associations, fondations, pensent ne pas être soumis et vous avez l'obligation d'y être. Donc on vous demandera les pièces, les dépenses seront inéligibles en cas d'absence de marché. Et puis il y a des structures qui ne sont pas du tout soumises, c'est-à-dire des structures purement privées, souvent des entreprises à proprement parler, ou certaines associations, fondations donc, qui ne reçoivent pas la majorité de leurs fonds parce que vous pouvez avoir des fonds propres ou suite à des ventes ou que sais-je. Et dans ces cas-là, par contre, comme vous recevez une subvention et que vous avez des fonds publics, nous vous demandons, à partir d'un achat au-delà de 18 000 €, de demander et de garder au moins 3 devis pour expliquer le choix du prestataire. Ces cas sont évidemment les plus bas, enfin, les plus exceptionnels, on va dire. L'immense majorité d'entre vous être soumis à marché public et vous devez, pour toute dépense, fournir les justificatifs que vous avez suivi les marchés publics. Donc, sur la diapositive suivante.
Nous vous rappelons que donc, tous ces documents doivent être téléchargés sur CIGEFA par rapport à l'appel d'offres, à l'attribution, les contrats, tous les justificatifs de publicité de ce que vous avez publié, et ça doit être mis directement dans la rubrique marché public. Nous vous rappelons l'intérêt transfrontalier des marchés. Si la nature de la dépense est susceptible d'avoir un intérêt transfrontalier, si par exemple vous êtes en France, vous faites des travaux, mais qu'en fait à 3 km, les Espagnols peuvent le faire, il faut qu'ils puissent avoir accès à ces marchés. Donc, si vous avez fait une publication Internet, pas de souci. Mais si vous avez demandé 3 devis parce que c'est une toute petite dépense, il conviendrait d'aller demander aussi aux Espagnols si effectivement on considère qu'il y a un intérêt transfrontalier. Donc ça, c'est très... Émilie, Oui, désolée, un petit rappel parce que la salle ferme à 11h30. je te remercie de ce rappel. Très rapidement, je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a là-dedans. Je voudrais simplement vous rappeler un point important. Là où il y a le plus d'irrégularités, c'est dans les cas où vous êtes sous les seuils. Donc, le seuil en France, il est à 25 000 € hors taxe, en dessous des seuils de procédure adaptée et sous les seuils d'une directive marché public. Et dans les cas où vous avez une réglementation interne, vous pouvez être corrigé si vous ne suivez pas votre réglementation interne. La mise en concurrence se fait dès le 1er euro en France. Nous ne sommes pas spécialistes en marché public, nous vous recommandons de vous faire aider dans ces cas-là. Mais sachez qu'un bénéficiaire a été corrigé cette année pour 1 000 € parce qu'il avait acheté un ordinateur il y a 3 ans et qu'il n'avait pas gardé les 3 devis et que sa procédure d'achat interne prévoyait qu'il en ait une. Et donc ça, typiquement, si vous ne suivez pas vos propres procédures internes d'achat sous les seuils, vous pouvez être retoqué là-dessus et donc vous devez fournir à KPMG vos propres procédures d'achat interne. Donc voilà, alors ça laisse peu de temps pour les questions. N'hésitez pas à nous contacter sur ces différents points. Je vais reprendre la parole en session plénière concernant la fraude et on essaiera de répondre au maximum à vos questions sur ces points-là. On tâchera de vous répondre et peut-être si des besoins sont identifiés, nous ferons éventuellement d'autres webinaires plus en français sur ces points-là. Merci de votre écoute sur ce séminaire et on va essayer de revenir sur la session plénière puisqu'il est déjà 11h30.